commencez déjà par couper ma webcam, comme ça vous avez juste normalement le partage d'écran qui va s'afficher. Je la remettrai au moment des questions-réponses entre chaque partie. Et donc on va démarrer ce webinaire sur la création d'un jeu Unity donc de A à Z sur les plateformes Windows 8. Je vais d'abord me présenter. Donc Rémi, j'ai Alors, 28 ans, je travaille Rémi, comme excuse-moi, Rémi, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. On voit pas ton écran, je crois que tu l'as désactivé. non, hop, non, non, si, si, hop, hop, voilà. On est bon? Super, merci. Voilà. Bien. Donc, je me présente. Rémi, je suis développeur sur Unity 3D chez Persistent Studio. Donc c'est une entreprise qui est basée à République sur Paris et également au Canada, à Montréal. On est spécialisé dans les productions d'applications 3D temps réel euh, pour le jeu vidéo et la gamification pour de l'événementiel et de la communication. Et notre seconde activité, le développement d'un outil dédié aux effets spéciaux dans les jeux vidéo, donc Popcorn FX pour ceux qui en ont déjà entendu parler. J'ai fait mes premiers pas sur Unity en 2009 chez Black Sheep Studio. À l'époque, on était de nouveau en version 2.6. Donc il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis. On va bientôt avoir droit à la version 5. Donc beaucoup d'évolutions depuis cette époque. Au sommaire donc, de cette première partie, donc on va commencer de façon soft. Ceux qui ne sont pas novices dans Unity, ce sera pour pouvoir revoir les bases. Parfois, ça fait jamais de mal de revoir en détail les bases d'Unity. Donc, on commencera d'abord par l'installation. Je vais vous donner la liste des logiciels qui seront abordés pendant cette session. On va voir ensemble une configuration type de l'environnement de travail, donc l'environnement de développement avec les différents outils qui seront utilisés. Et ensuite, on enchaînera sur la configuration d'un projet. Donc, qu'est-ce qu'on doit configurer lorsqu'on démarre un projet sur Unity? Et une fois que tout cet environnement sera mis en place, on entrera un petit peu plus en détail sur l'architecture de l'outil en lui-même, pour bien comprendre comment il fonctionne et éviter de tomber dans des pièges. Et on terminera par un premier script quelque chose de très important qui est assez fondamental au sein d'Unity, c'est l'utilisation des préfabs. Vous allez voir, ce sera le début du projet qui est fixé pour la fin de ces 4 sessions. Euh, donc là, on verra quelques déplacements, la détection des collisions et la gestion des projectiles, entre autres. Donc, on va démarrer. Donc sur l'installation, il n'y a rien de sorcier. Le lien que vous pouvez trouver sur le site d'Unity, hein, qui vous renvoie toujours sur la version courante, release. Euh, pour les bêtas publics, c'est un lien différent et pour les bêtas fermées, en général, il faut être inscrit sur certains groupes. Et la petite astuce, c'est que vous avez accès à toutes les versions antérieures à Unity. Euh, c'est vrai que parfois, même la release n'est pas toujours très stable, ou alors on a commencé un projet avec une version et, euh, et la mise à jour va désactiver une feature ce qu'on utilisait, ou alors vraiment remettre en cause une fonctionnalité, et du coup, il est toujours bon de pouvoir réinstaller des anciennes versions. Euh, Juste pour information, au niveau professionnel, moi depuis un an, je navigue entre la version 4.1 et la version 5.0 du coup. Donc j'ai pas qu'une seule version d'Unity qui est installée sur mon poste. Et la suite, donc on va travailler sur Visual Studio 2013, qui a une version community qui est gratuite maintenant, donc sans licence. Et on va utiliser aussi un plugin qui s'appelle Unity VS,
qui est téléchargeable donc sur leur site, hein, unityvs.com, qui vous redirigera vers la galerie des plugins de Visual Studio. Mais c'est plus simple de passer par leur site que de la chercher directement dans la galerie. Donc pour la petite histoire, UnityVS, c'est une entreprise lyonnaise de mémoire qui avait développé ça et qui a été rachetée par Microsoft cette année pour pouvoir rendre gratuit du coup ce plugin qui permet de faire le pont entre Visual Studio et Unity et qui permet donc entre autres de pouvoir utiliser le debugger de Visual Studio, donc de pouvoir poser des breakpoints, de pouvoir explorer les variables, de pouvoir faire du step by step et quelques autres choses, on découvrira ça petit à petit. J'enchaîne tout de suite sur la configuration générale d'un projet et on fera les questions après la configuration générale. Je pense pas qu'il y ait énormément de questions sur les téléchargements. Donc la configuration générale d'un projet, pas d'un projet du logiciel, ça c'est une configuration que vous ferez qu'une seule fois en général, euh, mais c'est plus pour être à l'aise lorsque l'on travaille. Donc lorsque vous ouvrez Unity pour la première fois, vous allez avoir un preset de, de fenêtre. Je vais essayer de cacher ça. Qui normalement est celui-ci. Euh, et donc, il faut savoir que toutes ces fenêtres, en fait, ce sont des panels qui sont qu'on peut docker un peu partout. Donc, on peut réagencer l'espace euh, pour en fonction, on va dire peut-être de l'activité qu'on a. Un développeur n'aura pas le même setup d'écran qu'un intégrateur ou qu'un artiste. Donc voilà, vous avez différents profils par défaut. Donc le défaut est celui que vous avez à l'installation. Vous avez le précédent default qui était le layout utilisé jusqu'en version 3.5 de mémoire. Et ensuite vous avez la version en 4 splitté où vous pouvez avoir vos vues top-down et left-right par exemple pour les designers qui ont l'habitude d'avoir une vue splittée sur 3ds Max par exemple. Voilà. Hop là, pardon. Donc plusieurs presets sont disponibles dans le menu. Vous pouvez aussi créer vos propres presets, on va voir ça tout de suite. Et je vais vous montrer la petite astuce euh, pour, euh, pour éviter d'avoir ce panel project qui est assez imposant et qui du coup a été redesigné pour une version horizontale, mais du coup quand il est passé en version verticale, il est un petit peu illisible. Euh, donc moi en général, c'est une préférence que j'ai, je travaille plutôt avec ce layout-là. Et donc, je vais voir si je peux zoomer. Voilà. Sur le panel Project, vous avez un tout petit menu en haut à droite. Si vous le dépliez, vous pouvez choisir WAM colon. Et donc vous vous retrouvez avec l'ancienne version de Project, de l'onglet Project qu'on avait sur les versions antérieures d'Unity, mais qui du coup avec un setup vertical est beaucoup plus lisible que la version 2 colonnes qui est par défaut. Une fois que vous avez fait votre setup de layout, vous pouvez ici le sauvegarder et lui donner un nom euh, pour si vous avez plusieurs configurations à faire. Une configuration comme je disais pour faire le design de scène, une configuration pour faire le développement où on aime bien avoir la console visible, accessible en même temps que le game par exemple. Vous allez avoir un layout différent et du coup vous avez des accès rapides sur les différents layouts que vous vous êtes créés. Oh, pardon. Ensuite, donc on va décrire un petit peu ces différents onglets. Donc vous avez vu l'onglet Game qui par défaut est d'un bleu qu'on reconnaît entre mille à force, euh, qui est le bleu de la caméra d'Unity. Donc c'est une fenêtre de prévisualisation qui permet de voir le rendu final du jeu qu'on est en train de développer directement dans l'éditeur et de voir tous les changements en direct euh, dans cette fenêtre. Euh, l'onglet scène, c'est l'onglet qui permet d'éditer
la scène, donc de pouvoir placer, déplacer les objets, les rajouter, les supprimer, les scaler. C'est une scène d'édition comme on peut voir dans Blender, 3ds Maya, les différents outils habituels de modélisation. Vous avez ensuite l'onglet hiérarchie. Alors l'onglet hiérarchie dans mon setup, c'est l'onglet qui est le plus proche de la scène. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que c'est l'onglet qui contient la liste de tous les objets qui sont sur la scène courante. C'est ce qu'on appelle notre arbre de scène en fait. Vous avez ensuite l'onglet projet. Alors l'onglet projet, c'est la liste des assets qui sont utilisables dans le projet. En fait, c'est une bête réplique, presque, de votre file system. C'est-à-dire que vous avez la liste exacte des fichiers que vous trouvez dans le répertoire assets du projet Unity. On verra tout à l'heure où est-ce qu'il se trouve. Et ensuite, tout à droite, donc sur mon layout, vous avez l'onglet Inspector. L'onglet Inspector, en fait, c'est l'onglet qui va le plus changer d'apparence quand vous utilisez le logiciel. C'est un peu l'onglet contextuel, c'est-à-dire qu'en fonction de l'objet qui est sélectionné, l'inspecteur va faire apparaître les options de l'élément sélectionné. Donc là, dans mon cas, ça va être la main caméra de sélectionner. J'ai toutes les options de la main caméra qui sont visibles. Si je sélectionne un script, par exemple, il va changer d'apparence, me faire une preview de mon script. Tout en haut de l'interface, vous avez donc trois boutons. Le premier bouton permet de lancer et stopper la simulation. Donc, on va pas parler de jeu ou d'application. Moi, je vais plutôt parler de simulation et vous comprendrez pourquoi plus tard. Le second bouton permet de mettre en pause la simulation. Donc, ça met en pause ce qu'on appelle les boucles de mise à jour. Et le dernier bouton, lorsque l'on est en pause, permet d'avancer frame par frame. Lorsqu'on a besoin de faire du debug visuel, par exemple, lorsqu'on a un glitch à l'écran, on verra qu'on peut automatiser une pause et du coup avancer frame par frame pour voir dans quel cas on a un glitch ou un bug de collision, euh, des choses comme ça. Alors, il faut faire très attention. Je pense que tous ceux qui ont déjà lancé et testé un petit peu Unity ont connu ce problème où on se sent très seul finalement. C'est que toutes les modifications que l'on fait lorsqu'on appuie sur ce bouton play euh, ne sont effectifs que durant la simulation courante. Et donc, lorsque l'on va arrêter la simulation, on va retrouver la scène dans l'état où on l'avait avant de lancer cette simulation. Et donc, on perd toutes les modifications qui ont été faites. Malheureusement, par défaut, lorsque l'on lance la simulation, la seule chose qui change au sein de l'éditeur, c'est ces petits icônes qui deviennent bleues. Et alors, heureusement, on a une petite astuce euh, qui permet de changer la couleur de l'interface générale d'Unity. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve. Vous allez aller dans Edit et Préférences. Là, vous avez les préférences générales de l'outil. Et dans le troisième menu Colors, c'est la toute première couleur en haut. Play Mode Tint. Ici, vous pouvez choisir une couleur. Alors, il y en a qui préfèrent le mettre sur une teinte rouge pour dire attention, d'autres qui préfèrent le mettre sur une teinte verte pour dire voilà, je suis en train de tester, je suis en test où je peux faire tout ce que je veux et de toute façon, ça se répercutera pas pardon, sur mon projet. Donc, le but, c'est que ce soit vraiment visuel et lorsqu'on lance la simulation, là, je vois bien sur mon interface que je suis en mode play, il n'y a pas de quiproquo possible. Et, euh, et donc, je suis au courant que toutes les modifications que je fais ne seront pas gardées lorsque je vais sortir de cette simulation. Voilà. Alors avant la configuration d'un projet spécifique, donc configuration qu'on va réaliser à chaque fois qu'on va démarrer un projet, euh, je vais réactiver ma webcam et voir si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, vous avez un petit onglet questions sur votre interface. Alors si on n'a pas, je peux enchaîner sans problème.
Alors, j'ai une question qui demande à quoi ça sert d'avoir des versions différentes d'Unity, j'imagine, d'installer sur la même machine. Est-ce qu'il y a des fonctions qui disparaissent ou marchent mieux sur des versions antérieures? Alors, des fonctionnalités qui disparaissent, c'est relativement rare, même si sur les versions majeures, c'est-à-dire que quand on passe de la 3 à la 4 par exemple, on n'est pas à l'abri d'un pan d'API qui va disparaître parce qu'elle était deprecated déjà en 3 et donc il décide de la squeezer complètement en version 4. Sur la version 4 à la version 5, là on va avoir de très gros changements et quand on passera en version 5, on aura forcément besoin de garder une version 4. Ensuite sur les versions mineures, ça dépend. Euh, on va dire que lorsqu'on a un projet qui a démarré depuis un an et qui du coup a une masse assez conséquente d'assets, la migration d'une version 4.1 à une version 4.6 euh, peut présenter des problèmes, mais ça c'est surtout dans les cas d'utilisation de plugins tierces qui ne seront pas supportés parce que par exemple euh, le système de plugin a changé. Ça va arriver sur la version 5 aussi. Et donc, on préfère plutôt que de risquer de casser un projet qui est déjà en production et où on a besoin de faire que des fixes euh, de temps en temps dessus, on préfère le garder sur la version avec laquelle il a été développé plutôt que de migrer sur une version supérieure et risquer d'avoir des effets de bord justement sur cette migration-là. Je peux donner un exemple de changement. Euh, j'ai récemment passé un projet de la version 4.3 à 4.5 toute l'API, alors c'est pas toute l'API, mais on va dire que certains comportements de méthode dans l'API des substances, donc les substances c'est ces textures procédurales qui sont apportées dans Unity et que l'on peut modifier en changeant seulement des paramètres qui sont en public, où donc les textures sont régénérées procéduralement. On va dire que le comportement de certaines méthodes ont changé et il y avait des morceaux de code à rajouter pour retrouver le comportement qu'il y avait dans la version 4.3. Voilà, donc c'est un cas où par exemple la migration d'un projet en version supérieure peut apporter des problèmes et du coup du temps de développement supplémentaire. Au quotidien, oui. Sans compter les versions bêta. Non, pardon, la question c'est du coup au quotidien, est-ce que tu utilises plusieurs versions uniquement à cause des projets non terminés? Euh, Sans compter les versions bêta, oui. J'ai des projets qui ont un temps de développement très court et un temps de vie très long. Donc je démarre toujours un projet sur la version à jour. Et je ne migre jamais ce projet-là une fois qu'il a été déployé. Et donc je me retrouve effectivement à maintenir des applications qui sont sur des versions antérieures. Est-ce que sur Mac OS X, on peut utiliser Visual Studio? Alors, c'est une très bonne question. Il me semble qu'il y a une suite d'outils qui est fournie par Microsoft et qui permet de faire tourner les outils Microsoft sur Mac. Mais je vais pas m'avancer euh, parce que j'ai personnellement jamais testé. Nous, on préfère développer sous Windows et quand on doit faire une porte à Mac, le Mac ne sert qu'à la compilation. J'utilise en ce moment la version 4.6 pour bénéficier des nouvelles logiques d'UI. Y a-t-il un risque que le passage en 5 me demande de tout refaire? Absolument pas. Euh, alors, la nouvelle UI était à la base prévue pour la version 5. Pour ceux qui suivent un petit peu les nouveautés d'Unity depuis un an ou deux, il faut savoir que la mise à jour du système d'interface utilisateur, c'est un peu le running gag chez Unity et il a été sorti en avance
parce qu'il était prêt et ils ont préféré le sortir sur une version mineure que sur une version majeure pour éviter de faire patienter encore la communauté. Donc en version 5, le nouveau système de vie ne sera pas modifié. Alors faut-il autant d'ordinateurs que de versions? Non. Il suffit de renommer le binaire pour pouvoir lancer plusieurs instances d'Unity. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, si vous lancez plusieurs fois Unity, il va vous dire qu'une instance est déjà lancée. À ce moment-là, en fait, il va faire le check uniquement sur le nom du binaire qui a été lancé. Et donc, si vous renommez le binaire, euh, dans mon cas, j'ai un binaire Unity 4.1.exe, Unity 4.3.exe, 5, etc. Et donc, je peux lancer une instance de chaque version euh, en même temps sur la machine. Euh, Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur les questions tout de suite et enchaîner donc. Je ne sais pas si on peut marquer les questions comme étant répondues, parce que du coup je les ai répondues à l'oral. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. On va les Je garder, vais Rémi, et on y couper répondra la webcam. plus tard. Pour l'instant, on va les garder. D'accord. Ok. Ok. Et donc on va enchaîner donc sur la configuration du projet en lui-même. Et on va voir en tout premier lieu les paramètres de qualité. Donc quality settings. Les quality settings sont accessibles au sein d'Unity dans le menu Edit Project Settings Qualité. Ouais. Et donc vous retrouvez le menu qui est sur la slide dans l'inspecteur. Euh, donc il y a beaucoup de petites checkbox, mais au final donc en haut on va avoir les différentes plateformes et à gauche on va avoir les différents profils de performance. Euh, Où là, vous avez sur ce slide les profils par défaut. Par plateforme, vous avez un profil qui est en vert, qui est le profil qui sera utilisé au lancement de l'application. Nous, celui qui nous intéresse de mémoire, c'est le vert. J'ai toujours l'erreur entre le Windows Phone et le Windows Store. Euh, donc vous avez en partant de la gauche, le second qui est le standalone Windows, qui va donc produire un point exe, et en partant de la droite cette fois, le second, donc l'icône verte, et le profil spécifique pour les applications Windows Store, qui donc produiront une solution Visual Studio pour pouvoir générer un package à soumettre sur le store. Et donc euh, ces différents profils, vous pouvez les supprimer, vous pouvez en rajouter, vous pouvez donc les setuper vous-même. Pour avoir une preview directement dans l'éditeur, c'est le profil qui a cette petite bande grise un peu plus claire. Ça, c'est celui qui est actif dans l'éditeur, qui est en preview. Et donc en dessous, vous avez les différents paramètres qu'il est possible de modifier. Euh, donc ça va impacter bien sûr le rendu et donc les performances. On va pas tous les lister, mais en gros, vous avez donc les paramètres pour les ombres, euh, où donc vous allez avoir la résolution de la texture utilisée pour les ombres. Vous allez avoir la distance max qui est au final euh, le NIR FR de la caméra utilisée pour les ombres. Donc plus il est long, euh, plus ce sera gourmand en ressources. Dans les others, vous avez pardon, les paramètres de blends. Donc ça va plus parler aux designers. Donc c'est pour les animations, pour avoir la quantité maximum de vertices qui sont affectés par un bounce de mémoire. L'avesync en dessous, des paramètres de particules, de sous-particules, les paramètres d'import de texture aussi. Donc c'est parfois intéressant de pouvoir avoir fait un projet
avec les mêmes assets, mais uniquement sur les paramètres d'export et de runtime pour ceux qui sont présents devant nous, pour pouvoir dire sur telle plateforme, on va downgrader automatiquement les textures et du coup les artistes n'auront pas à dupliquer les ressources d'une plateforme à une autre. On continue sur la configuration du projet et là je vais vous parler donc de la partie des fichiers en eux-mêmes et des répertoires. Donc c'est du vécu. Il est très important de bien organiser son projet tout au long de la production et il ne faut absolument jamais avoir de fichier à la racine d'un projet. Je vous ai mis un exemple à droite. Et je vous ai pas tout mis parce que l'onglet projet dans ce cas-là est extrêmement long. On a énormément de ressources parce qu'elles sont mal triées, mal rangées et ça devient un enfer de les retrouver. On a beau avoir une petite texte, une petite barre de recherche, euh, ça devient vite l'enfer pour retrouver nos fichiers. Et on a certains répertoires qui sont des répertoires un petit peu particuliers. Je vais essayer de vous les détailler très rapidement. C'était des répertoires où la particularité n'est que sur le nom, c'est-à-dire que Unity va retrouver ces répertoires uniquement via leur nom. C'est pour ça que ces noms-là sont réservés. Donc vous avez d'abord le répertoire ressources. Le répertoire ressources, c'est le répertoire qui permet de mettre des, des assets qui ne sont pas présents de base dans une scène euh, et que l'on a à instancier ou à utiliser au runtime uniquement. Euh, on y reviendra dans la dernière session où on verra les optimisations d'export, mais vous verrez que ce n'est pas parce qu'un fichier est présent dans vos assets dans l'éditeur qu'il sera présent dans l'exécutable. Euh, et donc de placer les éléments dans ce répertoire ressources-là nous assure qu'il sera bien packagé même s'il n'est pas utilisé directement dans les scènes. Le répertoire streaming asset, le répertoire streaming asset, c'est presque la même chose que ressources, c'est-à-dire que tout ce qui sera placé dans ce répertoire-là sera présent dans l'archive finale, à ceci près qu'ils seront présents dans l'état où on les a nous placés dans ce répertoire. C'est-à-dire que à l'export d'un projet Unity va, euh, je suis pas sûr que ce soit un zip, mais va en tout cas générer, enfin rassembler euh, tous tous les assets de notre projet dans un ou plusieurs fichiers. Donc quand vous exportez votre fichier, votre projet, vous pouvez trouver des fichiers qu'ils ont appelés, c'est les shared assets. Et donc en fait, c'est une agrégation de tous les assets du projet. Si vous placez des fichiers dans Streaming Assets, ils ne seront pas euh, assemblés dans ce projet de shared asset, mais seront eux tels quels avec l'arborescence que vous leur avez donnée. Ça peut être utile. Je vais vous donner un exemple bateau. Il arrive parfois pour un jeu PC qu'on ait besoin d'accéder à une notice en PDF. Ça arrive. Euh, et du coup, à ce moment-là, on va faire appel à un player natif PDF pour éviter de devoir gérer le PDF dans le viewport 3D. Et donc, à ce moment-là, il faut que le PDF existe en fichier PDF. Et du coup, on va le placer dans Streaming Asset pour pouvoir accéder au fichier directement sur le disque, voire ouvrir donc une application externe directement avec ce fichier-là. Le répertoire Editor. Le répertoire Editor va permettre de faire des exceptions sur les scripts et les ressources que l'on va produire, dans le sens où tout ce que l'on place dans ce répertoire-là ne sera pas exporté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va créer des scripts qui utilisent des namespaces qui ne sont présents que dans l'éditeur Unity, on va devoir les placer dans ce répertoire-là. Et ce répertoire-là est ignoré à l'export du projet. Et enfin, le répertoire plugin. Le répertoire plugin qui n'a plus, qui dans la version 4, enfin, jusqu'à la version 4, on va dire, n'a plus vraiment d'intérêt lorsqu'on utilise le C# comme langage de scripting.
Parce qu'en fait, à la base, il était utilisé pour gérer les ordres de compilation. Pour ceux qui développent avec des scripts en JavaScript, l'ordre de compilation est important parce que euh, un- les, lorsque des scripts doivent interagir avec d'autres scripts, les symboles doivent être connus. Et donc, pour avoir un ordre de compilation, on va placer certains scripts dans le répertoire plugin parce que le répertoire plugin est compilé avant tous les autres scripts. Euh, Problème que l'on n'a pas avec le .NET. Et dans la version 5, euh, ils ont remis un intérêt à l'utilisation du plugin parce que dans ce répertoire-là, on va pouvoir placer des plugins natifs, chose que l'on peut déjà faire, mais triés par plateforme. Surtout, ce qui est intéressant, 32 ou 64 bits, qui est une des nouveautés que l'on va voir dans la version 5, le support du 64 bits. Donc, ce répertoire plugin va permettre de faire cette séparation entre les plugins natifs. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le répertoire plugin est le répertoire qui sera compilé en premier, euh, et ensuite on aura les répertoires courants, standards, et enfin en dernier on aura le répertoire editor qui lui se compile après tous les scripts de logique. Une fois qu'on a un, un projet ouvert, paramétré avec les paramètres par défaut de rendu et de qualité, et que l'on a une première arborescence de projet qui est créée, on va vouloir versionner notre projet. Et donc il y a quelques règles à suivre pour pouvoir versionner un projet sous Unity. Quand je parle de versionning, c'est pas forcément SVN, hein, c'est fonctionne avec SVN, avec Git, avec Mercurial. Les règles sont sensiblement les mêmes. La première chose à faire est dans les settings de l'éditeur d'activer ce qu'on appelle les metafiles. Alors, je vais vous montrer où on trouve ceci. On retourne dans Edit Project Settings et on a un menu Editor. Et donc ici, vous avez version contrôle et vous avez hide ou visible pour les metafiles. Le fait de les rendre visibles va générer pour chaque répertoire et chaque fichier un fichier du même nom comprenant l'extension et en concaténant à la fin .meta. Ce fichier va contenir donc le GUID, c'est un ID unique pour l'asset qui a été importé, et les options d'import pour les textures, les modèles 3D, le son. On verra ça à la prochaine session, tous les paramètres que l'on peut changer à l'import d'un asset. Et une fois que ça est fait, à la racine de notre projet dans l'explorateur Windows, il faut bien faire attention à n'envoyer sur le serveur de versionning que les répertoires assets et project settings. Les répertoires librairie, OBJ et temp sont à rajouter dans l'in list, et le CSproj et SLN également, le SLN étant généré par UnityVS. Les points méta permettent de régénérer les répertoires librairie, OBJ et temp lorsque l'on récupère, lorsqu'on fait un checkout frais sur une nouvelle machine. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ces trois répertoires-là contiennent principalement euh, des versions en cache de tout ce qui a été importé dans le projet. Ils sont beaucoup plus lourds que les versions RAW, si je peux me permettre, des assets. Et donc risquent d'encombrer plus qu'autre chose, parce qu'en plus ils ne sont vraiment pas utiles en cas de versionning, d'encombrer le serveur de version. On va refaire une petite pause question. Je vais essayer de réouvrir le panneau pour voir si on en a.
Alors, je n'ai pas les icônes Windows. À votre avis, c'est parce que je suis sur un Mac ou car j'utilise Unity en version free? Normalement, les exports Windows Store sont gratuits, si je dis pas de bêtises. Alors moi, je suis sur une version en licence, mais euh, c'est possible que ça ait été désactivé sur Mac. Il faut savoir que jusqu'à récemment, les exports iOS étaient désactivés sur Windows. Ils ont été débloqués dans les dernières versions. Et c'est possible que les versions Windows soient bridées sur Mac. À vérifier, c'est vrai que je n'ai jamais eu ce cas de figure à traiter. Si on place des assets que l'on n'utilise pas finalement, est-ce qu'ils sont packés et intégrés au final à la solution? Non, c'est effectivement ce que je disais au début en parlant du répertoire ressources. Des assets non référencés dans les scènes ne seront pas packagés dans la version finale de l'application. Ce qui, dans certains cas, peut effectivement poser des problèmes, euh, parce que, par exemple, l'API des shaders nous permet de faire un shader.find et de retrouver le contenu d'un shader euh, directement grâce à son nom de pas de fichier, mais de shader justement. Le problème, c'est que si le shader n'est pas utilisé dans le projet, le find retournera bien le shader en éditeur et retournera un nul lorsque l'on exporte le projet. Et donc, soit on place le shader dans le répertoire ressources pour bien s'assurer qu'il sera présent dans l'export, soit pour les shaders, on a un petit menu très spécifique qui permet de forcer euh, les shaders que l'on embarque dans la version finale. Pierre, on te demande de boire un verre d'eau. Euh, Est-ce que l'on peut compiler pour des consoles vieilles comme la PlayStation 1? Non. Alors on peut compiler sur beaucoup de plateformes grâce à Unity. La PlayStation 1, non. On peut compiler depuis la PlayStation 3. Côté Sony, la PS4 et la PS Vita sont gérées également. Mais on peut pas compiler pour la PlayStation. Est-ce que les réglages de qualité influent beaucoup sur la taille du projet final? Et si oui, comment? Alors, les réglages de qualité qu'on a vus sont uniquement des réglages de qualité runtime, c'est-à-dire que ça va être des paramètres qui seront appliqués lorsque les assets seront chargés en RAM ou en VRAM. Donc, ça ne va pas influer la taille du package. Par contre, ce qui peut influer la taille du package, on va pouvoir le voir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou ma tête. Je vais désactiver ma webcam. Donc, dans File, euh, vous ne les avez pas sur les versions Windows Store et Windows Phone, mais je vais vous prendre un exemple sur Android par exemple, vous avez la compression des textures, vous pouvez choisir le type de compression, et là, ça va influer le temps de chargement de l'application et la taille du package. Lorsque l'on importe des textures, on va pouvoir choisir des paramètres d'import spécifiques à chaque plateforme et effectivement là aussi ça peut influencer la taille du package final. Euh, et alors bonjour, est-ce qu'avec Unity 3D on peut faire des applications enrichies avec de belles interfaces 2D? Christophe, je suis désolé, mais je ne comprends pas très très bien ce que tu entends par application enrichie avec de l'interface 2D. Si tu peux reposer ta question, sinon j'enchaînerai. Ou sinon je peux essayer de répondre en essayant de ne pas être trop à côté. Euh, donc je vais quand même essayer de répondre sans être trop à côté. Donc Unity permet de faire effectivement du jeu vidéo, mais ça permet également de faire de l'applicatif. On a un viewport 3D, on peut donc faire de la 2D. Avec le nouveau système d'UI qui est apparu dans la version 4.6, on a un système d'interface utilisateur qui est un petit peu plus simple à mettre en place que l'ancien. On a aussi des plugins qui permettent de faire l'interface utilisateur encore plus facilement. Je pense à NGUI par exemple, où on a voire même des plugins qui permettent
de d'avoir du rendu en HTML5 par-dessus le viewport d'Unity, voire rendu dans une texture qui ensuite est appliquée à un objet 3D. Les plugins, pour certains, sont gratuits. Pour les avoir testés, je les ai testés sur des versions Windows standalone, pas Market. Euh, je retrouverai le nom du plugin, j'essaierai. Mais oui, oui, c'est un plugin gratuit. Dernière question, les versions antérieures, on peut compiler sur des consoles récentes. Alors, les compilations sur les consoles sont assez compliquées à obtenir, dans le sens où ce n'est pas à Unity de fournir une licence, mais c'est au constructeur de la console. Donc pour pouvoir déployer sur Xbox 360 ou Xbox One, il faut être référencé directement chez Microsoft. Euh, pour pouvoir déployer sur PS3, PS4, il faut être référencé chez Sony et donc avoir des dev kits qui sont très coûteux, en plus d'être difficiles d'accès. Pour la PS Vita et ce qu'ils ont appelé le PlayStation Mobile, là il suffit d'avoir la console et PS Vita, PlayStation Mobile a été intégré dans la version 4X, donc depuis la 4.1 jusqu'à maintenant. On va enchaîner sur donc l'architecture. Donc l'architecture, on va parler d'abord, pardon, sur lui, de l'architecture d'Unity. Comment il fonctionne? Unity est basé sur le principe d'ECS. Donc l'ECS, c'est ce qu'on appelle donc l'Entity Component System. J'ai mis une phrase, j'ai essayé de le résumer en une seule phrase, euh, qui du coup est un petit peu lourde à lire. Les systèmes mettent à jour les entités en fonction des données des composants qu'elles contiennent. Euh, je- on va plutôt regarder donc un exemple. Une entité va être un objet qui sera présent dans la scène, et cet objet peut contenir plusieurs composants. Chaque composant contient des données et va inscrire l'entité à différents systèmes de mise à jour. Les systèmes de mise à jour, euh, ça va être le moteur physique, le moteur de rendu, le moteur audio de son, donc qui va lire les sons, mais aussi euh, le, je cherche mes mots, la machine virtuelle qui va exécuter les scripts, et qui du coup va mettre à jour, va faire appel aux différentes méthodes au moment opportun. Donc je vous ai mis l'exemple donc d'un GameObject qui contient un rigidbody qui est mis à jour par le moteur physique. Le GameObject est l'entité, le rigidbody est le composant contenu dans l'entité, et le système est le moteur physique euh, qui du coup met à jour l'état de l'objet par rapport aux valeurs contenues par le rigidbody. Dans une scène, tout est GameObject. C'est la seule entité que vous allez rencontrer. Et un GameObject va contenir donc un nom. C'est un nom qui n'est pas unique. C'est une chaîne de caractères qui nous permet de l'identifier. Mais on peut pas s'assurer qu'il est unique. Donc si on va faire une recherche de GameObject via ce nom, on n'est pas sûr que ce soit le bon qu'on ait si on a plusieurs objets qui portent le même nom. Il contient un layer. Donc les layers, ça peut s'apparenter un petit peu comme les layers de Photoshop. Donc c'est un calque et on peut placer des objets dans différents calques. On verra par la suite à quoi ça peut servir. Un tag. Les tags servent en général à retrouver des objets dans une scène en faisant des comparaisons
ce qui est plus rapide que de faire une comparaison de chaînes de caractères via le nom par exemple. Et donc les components, euh, c'est une liste de components. Et il faut surtout jamais oublier que un GameObject a toujours, toujours un component spécifique qui est le component transform, que je vais vous montrer juste après. Le component transform permet de positionner notre objet dans l'espace. Un GameObject a toujours une présence spatiale. Et ce component-là, on le voit toujours en haut des objets. C'est toujours le premier. Et il possède trois variables de type vecteur 3, donc avec les membres x, y, z, position, rotation et scale. On verra par la suite qu'en fait un scale n'est pas un vecteur 3, c'est juste une représentation qui est plus simple pour une personne euh, en édition, mais le scale, pardon, la rotation, excusez-moi, la rotation est en fait un quaternion euh, et et la conversion de ces angles-là passe par une méthode mathématique pour convertir des angles en degrés vers un quaternion qui représente une rotation sur un seul axe plutôt que trois. Je pense que certains se sont déjà heurtés à ce genre de problème, surtout dans la modélisation 3D. Ensuite, on continue. Un script, faut savoir qu'un script est un composant d'une entité, au même titre que le rigid body, au même titre qu'un collider, qu'une box collider par exemple. Et donc là, vous avez sur la droite, il n'y avait pas beaucoup de place pour le mettre, mais vous avez sur la droite ce qu'on appelle le cycle de vie d'un script. Alors je voulais un tout petit peu simplifier euh, pour euh, pour l'utilisation que l'on va en faire sur les débuts des deux webinars. Donc c'est pour vous montrer ce que l'on utilise au début, mais à droite c'est surtout pour vous montrer qu'il y a énormément de callbacks sur les scripts qui interviennent à énormément d'endroits dans le jeu. Donc on va avoir des callbacks pour la physique, pour la logique de jeu, mais aussi pour le rendu, pour la GUI, pour l'éditeur, pour les poses et les kits de l'application. Mais on va d'abord se concentrer sur les plus utilisés. Et donc les plus utilisés sont la méthode euh, awake, unenable et start, qui est le triplet d'initialisation. Pourquoi 3? Alors on va d'abord mettre unenable à part. On va se concentrer sur awake et start. Il faut savoir donc on ne peut pas s'assurer de l'ordre d'exécution des différents scripts qui sont présents dans notre scène. Euh, donc on va dire que tous les awake de tous nos scripts sont d'abord appelés simultanément, ce qui est faux, mais ce qui évite des erreurs de design lorsque l'on développe. On essaye de partir du principe que les awake sont exécutés simultanément. Et ensuite, on va avoir tous les starts qui sont exécutés simultanément. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire l'initialisation interne d'un script dans le wake et l'initialisation des valeurs qui dépendent d'objets extérieurs dans le start. Ainsi, dans le start, on s'assure que les objets sur lesquels on se base pour terminer notre initialisation ont bien, eux, fait leur initialisation interne grâce à leur awake. Le onEnable est appelé une première fois si l'objet est actif. Et ensuite, on passe dans la boucle de mise à jour. Vous avez deux updates. Donc l'update classique. Vous avez ensuite l'update interne du moteur qui concerne les mises à jour des animations, mais pas que. Et vous avez enfin le late update qui est appelé en toute fin de mise à jour de la game logic. En cas de désactivation de l'objet, vous avez le onDisable qui est appelé. En réactivation, vous avez le onEnable et uniquement le onEnable qui est réappelé. Le start n'est pas réappelé. Et en cas de destruction, vous avez le onDestroy qui est appelé. Si l'objet est présent à la fermeture de l'application, le onApplicationKit est appelé également.
Voilà. Donc pour le PowerPoint, c'est terminé. Je vais vous laisser poser quelques questions, mais pas très longtemps, pour avoir le temps de vous faire une toute petite démo sur un premier script euh, et l'utilisation donc des préfabs. Alors, différence entre tag et nom. Pardon. Différence entre tag et nom. En général, on va dire que la comparaison sur le tag est plus rapide que la comparaison sur le nom. Et ensuite, lorsque l'on design notre jeu, le nom est un champ libre, le tag est une liste prédéfinie qui est renseignée dans un arrêt dans la configuration du projet. Donc on va plus difficilement mettre un tag qui n'existe pas. On va éviter les fautes de frappe. Et, euh, et donc voilà. Pour retrouver plus vite, a-t-on une limite de tag pour un GameObject? Alors un GameObject ne peut avoir qu'un seul tag. On ne peut pas assigner plusieurs tags à un GameObject. Chaque GameObject a un tag unique. Tu as oublié le fixed update. Alors, je ne l'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. Effectivement, le fixed update existe. Pour passer très vite dessus, le fixed update est l'update qui est exécuté non pas dans la boucle de GameLogic, mais dans la boucle d'update physique. Il est délicat à utiliser parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs mises à jour de la physique avant une mise à jour de logique. Et donc il ne faut pas mettre n'importe quel type de code dans un fixed update. En général, on ne met que le code qui se réfère à la physique justement. Est-ce qu'on peut intégrer des jeux Game Boy? Il y a un projet alors je ne sais pas si c'est un plugin ou si c'est un projet en lui-même, mais il y a effectivement une personne qui a réussi à développer un émulateur Game Boy en .NET et qui l'a intégré à Unity et donc il peut intégrer des jeux Game Boy dans Unity, oui. Comme il s'agit de C Sharp, quelle protection contre l'analyse de code existe-t-il d'obfuscation? Alors effectivement, sur la protection des sources et l'analyse du code, euh, Unity ne fait pas grand-chose. Et alors moi, je suis pas tout à fait familiarisé avec ce genre d'outil-là. Mais en règle générale, donc ce qu'on va dire, c'est que Unity, pour l'instant, gère le .NET 3 de mémoire, mais qu'il n'est pas, euh, c'est pas forcément lui qui a besoin de le compiler. On va pouvoir compiler nos assemblies dans Visual Studio avec des outils d'obfuscation et ensuite charger ces assemblies dans Unity avant d'exporter le jeu. Et du coup, les assets finaux ne contiendront pas les assemblies générées par Mono et du coup des compilables, mais les assemblies générées par Visual Studio. Euh, Tag égale ID unique, non, parce que plusieurs objets peuvent avoir le même tag. Un objet ne peut pas avoir plusieurs tags, mais on peut mettre le même tag sur plusieurs objets. Concernant la physique, après avoir essayé beaucoup de démos de jeux de l'Asset Store, et en ayant essayé de le faire moi-même, je n'arrive pas à déplacer un GameObject horizontalement de façon lisse sur Android. Alors c'est compliqué de régler un problème comme ça sans avoir le projet sous les yeux. Euh, mais là, je vois pas d'où ça peut venir. Je ne vois pas d'où ça peut venir. Ça peut venir de beaucoup de choses, malheureusement. Je vais avoir du mal à aider sur ce point-là. Euh, alors doucement, on va s'arrêter aux trois questions qui restent. Peut-on donner un exemple sur les tags? Oui, je vais du coup donner un exemple dans la démo. Deux objets du même type avec le même nom.
Unity s'en sort-il ou crée-t-on des ambiguïtés? Euh, alors, ça va dépendre de ce que tu entends par objet. Euh, on peut créer, oui, deux punchlines. On peut créer deux punchlines qui portent le même nom, ça ne pose aucun problème. En fait, en interne, Unity a ce qu'il appelle l'ID unique d'instance, que l'on peut récupérer d'ailleurs pour faire une comparaison sur un entier plutôt que sur un tag ou une string, pour s'assurer que c'est bien cet objet-là précisément qu'on attendait. Euh, donc on peut avoir deux objets qui portent le même nom, qui ont les mêmes tags, le même layer, qui ont les mêmes components. Pour Unity, ça ne posera pas de problème. Peut-on utiliser des librairies compilées dans un autre langage, mais compatibles avec la plateforme cible? Peut-on gérer plusieurs lignes différentes sur la plateforme cible? Oui. Euh, on peut charger des librairies natives compilées pour les plateformes cibles. Euh, donc Java pour Android, Objective-C ou C++ pour iOS, C, C++ pour Windows. Et ça va être géré comme des DLL classiques que l'on peut déjà gérer en .NET, c'est-à-dire qu'on va charger la DLL et redéfinir les points d'entrée des différentes méthodes qui sont exposées dans la DLL et on va pouvoir les appeler. Euh, dans le code manager, on a pour pouvoir faire les différences des plateformes à la compilation des répertoires spécifiques au sein du répertoire plugin. Et dans le code des define qui nous permettent de savoir si le code est exécuté sur Android, sur iOS, sur Windows Phone ou sur X plateforme. Quelle méthode nous conseilles-tu pour cibler un GameObject depuis un script? Ne jamais faire de find au runtime. Un petit peu compliqué à expliquer, mais on va toujours éviter le cas où il faut qu'on cherche un objet en script sans avoir déjà une référence sur lui. Mais ça, on pourra y venir plus tard dans les prochains webinaires. Peut-on automatiser les tests unitaires? Tout à fait. Alors Unity a rendu accessible leur outil de test unitaire. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Je sais que notre filiale canadienne a déjà mis les mains dedans. On va nous les mettre en place incessamment sous peu, j'espère après les fêtes. Mais oui, il y a des librairies de tests unitaires, enfin des outils de tests unitaires qui s'intègrent dans l'éditeur. Et je sais que donc Unity réalise des outils en open source de tests unitaires. Swift sera-t-il intégré à Unity 5? C'est prévu, mais je ne sais pas pour quelle version, malheureusement. C'est à revérifier dans les différentes conférences qu'ils ont réalisées. Mais Swift, c'est prévu qu'il soit release dans Unity, bien sûr. Donc, on va passer, je crois qu'on est un tout petit peu en retard du coup, mais on va passer à une démo assez rapide d'une scène avec un premier script et donc un exemple sur les tags. Ah, une date de sortie pour Unity 5? Non, malheureusement, pas encore. Il faut savoir que la bêta est bien avancée. Il y a énormément de studios qui sont en train de tester la bêta de Unity 5, donc c'est pour bientôt, mais il n'y a pas encore de date arrêtée. Donc, normalement, vous avez toujours mon écran. Et donc cette fois, on va passer directement dans l'interface d'Unity. J'ai pas fait de partie PowerPoint pour cette dernière partie. Et on va partir d'une scène vide, et comme ça, on va pouvoir un petit peu manipuler l'interface. Ce sera moins abstrait du coup tout ce qui a été vu au début. Et donc, on va commencer par ajouter un objet 3D. Donc, dans GameObject,
3D Object, je vais rajouter une sphère à ma scène. Euh, voilà. Et une light directionnelle. On pourra voir en détail les différents types de light par la suite. Il faut savoir que la light directionnelle simule le soleil, euh, c'est-à-dire que c'est une lumière continue et constante dans une seule direction. Voilà, donc sur ma fenêtre au-dessus, c'est ma fenêtre d'édition où je peux me déplacer donc avec le clic molette, ça me permet d'avoir la main pour pouvoir me déplacer en panne par exemple. Le Alt clic droit permet de zoomer, dézoomer. Le Alt clic gauche permet de faire une rotation autour de l'objet sur lequel on a le focus. Et ensuite, on a les différents modifieurs sur les objets. Donc lorsqu'on va sélectionner l'objet dans notre hiérarchie, qui, je le rappelle, est notre arbre de scène, il va se sélectionner dans l'éditeur. On peut faire F pour faire un focus sur cet objet-là. Et à ce moment-là, on a ces trois icônes qui représentent donc les modifieurs de translation, rotation et scale. Euh, et donc le déplacement d'un objet. Alors, sur une sphère, la rotation du coup va pas vraiment vous parler, mais on peut pivoter l'objet. Et la taille, donc le scale, qui permet de scaler l'objet. On va commencer à voir vraiment les prémices de, de nos projectiles, on va dire, qui du coup là seront basés sur une sphère. Et ce qu'on va faire pour cette sphère, c'est qu'on va commencer par la faire avancer. Vous allez voir, c'est très simple, euh, vers ce qu'on appelle son forward, donc vers son avant à cet objet-là, et pas donc à le, par rapport au repère du monde. Je reformule. On va faire avancer cet objet par rapport à son repère à lui et non par rapport au repère du monde. Donc on va d'abord créer un script. Donc il faut, pour ajouter un comportement à un objet, créer un script. Euh, donc j'ai déjà fait un script juste au-dessus, mais je vais le refaire en live. Euh, on va l'appeler move tout simplement. Lorsque je crée un script, il y a un template prédéfini par Unity qui se crée. Euh, et donc quand je vais l'ouvrir, je vais déjà avoir plusieurs choses qui seront présentes euh, dans ce script. Je vais avoir deux using pour donc Unity Engine et System Collection. Le nom de la classe qui, pour ceux qui ont déjà fait du Java, ne seront pas dépaysés, doit être identique au nom du fichier. Euh, et l'héritage, donc toute classe qui décrit un comportement pour la logique de jeu doit hériter de MonoBehavior. C'est la condition pour que le script soit applicable à un GameObject. Et par défaut, Unity va nous déclarer le start et l'update pour nous simplifier la vie. Ce que je vais faire en tout premier lieu, c'est, et je vous expliquerai après, de déclarer en privé une variable transform que je vais récupérer là dans mon start via la méthode getComponent. Transform est un composant de mon GameObject. Je peux récupérer n'importe quel component présent sur l'objet sur lequel se trouve ce script grâce à getComponent et le type du composant que je vais récupérer entre chevron. Donc c'est une méthode complétée. Voilà. Et donc là, j'ai pas forcément besoin de faire de vérification. Tout GameObject a un component transform obligatoirement. Donc je peux m'assurer sans vérifier que mon mTransform ne sera pas nul.
Dans l'update, je vais modifier le transform de mon objet pour pouvoir le faire avancer. Donc, sur le mTransform, je vais faire une translation, si je fais pas de faute de frappe, donc un translate, vers le forward. Je multiplie ce vecteur forward par un speed, que je vais mettre pour l'instant en dur, et par le temps. Ceux qui ont l'habitude de faire du développement jeux vidéo doivent le savoir. Tout mouvement, tout vecteur de mouvement doit être multiplié par le delta time. Delta time est la variable qui contient le nombre de secondes écoulées depuis la dernière mise à jour, ce qui nous permet d'avoir un jeu qui va tourner, euh, qui va se comporter de la même façon, euh, quel que soit le framerate. Voilà. Et donc ici, si je place mon script move en drag and drop sur la sphère, on le voit apparaître ici dans notre inspecteur. Et si je fais play, on va bien le voir se déplacer vers son forward étant le Z positif, Z l'axe bleu. Euh, Petite astuce, si je presse le bouton pause avant de lancer un play, le play se fera, mais avec une pause automatique pardon, au démarrage. Et donc là, je vais vous montrer que si je pivote ma sphère, c'est bien par rapport à son forward à elle, et non par rapport au forward du monde que la sphère se déplace. Voilà. Euh, donc ça, c'est parce que le translate, la méthode translate, applique une transformation euh, sur ce qu'on appelle le local space. Le local space est le repère de l'objet en lui-même. Et donc lorsque l'on va pivoter un objet, cela va modifier son repère local. Et donc son forward à lui va pointer vers une autre direction que le forward du monde. Et du coup, lorsqu'on va lui faire un translate d'un vecteur 3 forward, il ne va pas se déplacer sur le Z du monde, mais sur son Z qui a été modifié par la rotation. Alors, pour terminer sur le script, je vais passer cette valeur-là en public pour pouvoir la modifier directement dans l'éditeur sans devoir rééditer mon script et éviter au maximum la spécialisation des scripts. Et je vais vous expliquer pourquoi je récupère mon transform dans le start et je ne passe pas directement par le helper que Unity nous propose en faisant transform.translate. Le transform.translate, en fait, qui s'utilise comme ceci, fait référence à un getter-setter, donc une property, et cette property va appeler sur le get un get component et ne va jamais conserver la référence qui est retournée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va faire appel au helper transform, il y a en fait derrière un appel à un get component qui est fait. Donc le get component est pas excessivement lourd à l'exécution, mais si on peut faire appel une seule fois au getter et conserver une référence vers celui-ci, c'est toujours ça de gagner au runtime. Deuxième chose, dans la prochaine version d'Unity, donc la version 5, les helpers seront supprimés. Donc on ne pourra plus accéder à rigid body directement comme ceci. Ce helper-là, cette property-là va disparaître. Au même titre que, par exemple, on peut toujours faire un get component sur une chaîne de caractères. Euh, ah, on ne peut plus, on ne peut déjà plus. Si, il faut le caster. Pardon. Voilà. Donc là, vous avez un get sur une chaîne de caractères qui est casté en retour, qui en plus du coup peut échouer. Vous avez le risque d'une faute de frappe parce que vous tapez une chaîne de caractères, pas d'autocomplétion.
Cette méthode-là va disparaître dans la version 5 également. Donc autant prendre de bonnes habitudes tout de suite et tous ces helpers, tous ces properties qui facilitaient la vie maintenant, les oublier, faire dans le start des get components templatés directement et conserver une référence sur les components qu'on a récupérés. Voilà, donc ma variable speed publique apparaît donc maintenant dans mon inspecteur et je vais pouvoir modifier la vitesse directement dans l'inspecteur. Donc là, je lui ai mis 1. Si je la réduis, la balle va ralentir. Si je la mets en négatif, elle va reculer, forcément. On multiplie le forward par un chiffre négatif, donc on recule, on est en Z négatif. Et ouais, je peux faire varier cette valeur-là. C'est ici que l'on va se rendre compte de, en certains cas, l'utilité, dans d'autres cas, le piège que peut représenter le mode play, c'est que là, je peux faire varier et donc voir les différents comportements de ma sphère dans le mode play. Et en quittant le mode play, je reviens sur la valeur que j'avais mis à l'origine. Dans certains cas, on aimerait conserver les valeurs qu'on avait mis en test. Dans d'autres cas, ça nous permet de se mettre un peu en mode bac à sable dans les paramètres que l'on va essayer. La dernière chose que l'on va voir, c'est les préfabs. Très très rapidement, ma sphère et mon projectile, le speed et la vitesse à laquelle mon projectile va avancer, donc projectile qui peut être tiré par le joueur ou par l'ennemi. Là, dans notre cas, j'ai pas encore d'input sur mon jeu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler. Plusieurs projectiles à l'écran pour pouvoir faire une batterie de test sur, par exemple, je pourrais mettre en face des ennemis et voir comment ça se déroule. Donc là, si je m'éplais, je les ai tous dupliqués à l'aide de CTRL-D, ils vont tous se comporter de la même façon. Et si j'en modifie un, effectivement, cet objet-là sera le seul à avoir cette modification. Là, dans notre cas, c'est pas très gênant, mais ça peut être gênant si, par exemple, je change, admettons pour celui-ci, un nouveau matériau pour pouvoir lui changer sa couleur. Je vais également changer sa forme. Voilà. Et je trouve que ce projectile-là est plutôt pas mal. Dans ce cas-là, je serai obligé de répliquer manuellement les modifications que j'ai apportées à cet objet-là aux autres objets qui sont présents dans la scène. Pour éviter ça, on a donc les préfabs. Pour créer un préfab, il suffit de prendre l'objet qui est l'objet que l'on veut conserver et de le glisser dans l'onglet projet. Donc moi je me suis créé un répertoire préfab. On retrouve ce que j'ai dit au début, donc toujours bien ordonner ses fichiers et ses projets. Et donc ça va me créer un asset qui est représenté par un petit cube bleu. Le petit cube bleu est la représentation d'un préfab sur notre disque dur. Et mon objet apparaît maintenant écrit en bleu et plus en blanc dans ma scène, ce qui indique que cet objet est lié à un préfab dans mes assets. Là, si je supprime ce fichier-là, qui ne peut pas être annulé parce que c'est effectivement un fichier file system, donc si je le delete, impossible de le récupérer. L'instance qui se retrouve dans mon arbre de scène apparaît en rouge parce que le lien a été rompu entre l'instance et le préfab file system. On peut faire l'inverse, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, on a un objet qui est lié à son préfab. On peut casser ce lien dans le menu Game Object. Et là, vous avez un break préfab instance. Et à ce moment-là, notre objet redevient blanc et n'a plus aucun rapport avec le préfab qui est sur le disque. Donc je vais supprimer l'objet et je vais reglisser
ce préfab dans la scène. Je vais le dupliquer de nouveau. Voilà. Et donc là, je vais en modifier un, comme tout à l'heure, en changeant sa couleur, par exemple, et sa taille, enfin, sa forme. Voilà. Euh, si je veux que cette modification se répercute sur tous les objets qui sont liés au préfab, je dois d'abord appliquer les modifications de cette instance vers le fichier qui est sur le disque, et à ce moment-là, ces modifications seront enregistrées sur le disque et donc répercutées à toutes les instances présentes dans le jeu. Donc si je fais apply ici, voilà, j'ai cette modification qui s'applique sur absolument toutes les instances présentes. Et sur le disque, j'ai également mon fichier qui a été modifié, donc sauvegarde. Si je modifie bien sûr directement le fichier, les modifications sont répercutées sur les instances aussi en direct. Voilà, donc ça va nous permettre de créer, de pré-paramétrer des objets pour pouvoir ensuite les utiliser plusieurs fois. On peut penser à des sources lumineuses par exemple, on peut penser aux ennemis, les différents ennemis. On va pas designer à chaque fois un ennemi. Lorsqu'on va avoir une vague de 50 ennemis qui vont arriver, on va pas designer 50 fois l'ennemi, on va le designer une fois et ensuite on instanciera 50 fois le préfab. Euh, Ça peut être aussi pour les décors, on va faire des chunks de décors et puis ensuite on va en créer des préfabs et on va mettre ces préfabs là éventuellement plusieurs fois dans la scène principale. Ce qui permet de pouvoir modifier les préfabs et que cette modification soit répercutée sur tous les objets qui sont liés à ce préfab-là, d'éviter les répétitions de modifications. Voilà. Si vous avez très rapidement, je crois qu'on a explosé le temps. Pierre, je suis vraiment désolé. Si vous avez Pas grave, on essaye de des questions clôturer, sur cette... on essaye de clôturer rapidement. Ouais, ouais, ouais. Que je retrouve les questions. Euh, Existe-t-il des plateformes d'intégration continue qui fonctionnent avec Unity? Oui, nous on a mis en place Jenkins récemment. Il y a des extensions pour Jenkins pour l'intégration continue Unity. Unity a mis en place Unity Cloud. Unity Cloud étant un serveur de compilation distant qui est hébergé directement par Unity et qui permet on se crée un compte, on connecte notre compte euh, à notre éditeur et à chaque commit, on va dire, c'est le cloud Unity qui se charge d'updater le projet chez eux, de lancer les compilations des différentes plateformes. Enfin, voilà. Donc Unity propose ça aussi. Est-ce qu'on peut exporter un réglage rendu sous moteur 3D vers Unity? Un réglage de rendu sous moteur 3D. Théo, je suis désolé, je comprends pas ta question. Tu peux soit la reposer, soit on va clôturer la session. Ok. Du coup, Théo, on te laisse 30 secondes si t'es encore Ouais, là. Pierre? Oui, je suis là. Ah, euh, moteur 3D tel que Blender. Alors attention, Blender n'est pas un moteur 3D, c'est un éditeur. Euh, il y a effectivement également un moteur 3D dans enfin, Blender, mais qui est différent. L'intégration de fichiers qui sont exportés de Blender 3ds Max ou les textures pour Photoshop et GIMP, ça on le verra dans la prochaine session euh, qui parlera de l'import des assets. Donc, Ok. Eh Pierre, je te laisse clôturer. ben, écoutez, merci beaucoup à tous et puis on se retrouve du coup
mardi pour la deuxième partie des Intel Webinar Series. D'ici là, bah écoutez, préparez vos questions, révisez bien, et puis je vous renvoie mardi le lien pour la deuxième partie. Simplement, c'est tout pour nous. Rémi, merci. Et je voudrais juste, juste avant de quitter, remercier Intel, voilà, qui permet la réalisation de ce webinar. On aura sûrement quelqu'un d'Intel aussi qui interviendra très certainement sur la quatrième partie. Donc voilà. Rémi, bonne soirée et à mardi. Pareil, bonne soirée, et puis à mardi. J'essaierai de faire un petit peu plus court mardi, Pierre, Ça promis. marche. Merci. Salut. Salut.